pays. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les réalisations sociales au bénéfice des populations togolaises se poursuivent. Hier, c'est la localité d'Assoukoko dans Blita qui a accueilli le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe allé y inaugurer des ouvrages d'électrification et de mini-adduction d'eau potable. Un réel bonheur pour les populations que vous découvrirez tout de suite dans cette édition. La recherche scientifique et la résilience agricole, c'est l'intitulé d'un colloque scientifique ouvert ce jour. Une idée de l'Institut togolais de recherche agronomique, ITRA, pour mettre à jour les résultats des recherches des experts et professeurs d'université dans le secteur agricole. Et puis les producteurs de soja découvrent la gestion des risques et outils d'analyse des marchés d'exportation. Une idée du ministère du Commerce pour leur permettre d'être plus compétitifs à l'extérieur. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Je vous l'annonçais tout à l'heure, Assoukoko, un village situé à 54 km de Pagala dans la préfecture de Blita, a vécu une ambiance toute particulière hier mercredi. Le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe y était pour inaugurer les ouvrages sociaux dont un site d'exploitation de l'énergie solaire et d'eau potable. D'abord, les images de l'accueil réservé par les populations au chef de l'État fort Nyazingbe à son arrivée à Assoukoko. C'était hier. Bien accompli dans le milieu. On l'a compris, un nouveau jour s'est donc levé hier sur le village d'Assoukoko et ses environs. Un site complet d'exploitation de l'énergie solaire et de 3 mini-adductions d'eau potable a été inauguré donc par le président de la République fort et Sozimna Nyazingbe. D'un coût total de près de 900 millions de francs CFA, ce projet est le deuxième après celui de Bavou dans le Cloto. L'engagement du président fort à relever les défis sociaux prend ainsi forme à la grande satisfaction des populations. Le compte rendu avec Essoham Théouté. La réalisation de ce site d'exploitation de l'énergie solaire justifie l'euphorie des populations d'Assoukoko à l'arrivée du président de la République, Fort et Sozimna Nyazingbe. Un site complet avec 3 mini-adductions d'eau potable. Le Togo est donc de plein pied dans l'exploitation de l'énergie solaire.
Près de 900 millions de francs CFA ont été investis ici dans le cadre du deuxième volet du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique PRODER. Un projet financé à plus de 2,5 milliards de francs CFA pour le compte du Togo par l'UEMOA. L'installation faite ici prend en compte les perspectives de développement du milieu. Nous avons construit une centrale solaire de 250 kW, composée environ de 800 panneaux solaires, et d'une salle technique, une salle batterie également. Donc nous avons tout ce qui est installation solaire, les panneaux solaires sur cette zone, qui injectent l'énergie captée par le solaire sur les Tri-Power que vous avez, les équipements en bleu. Et les Tri-Power envoient l'énergie sur l'armoire multicluster, qui est le cœur, l'armoire intelligente qui pilote le système. Et également, l'énergie est également transférée sur les onduleurs, chargeurs batterie, qui sont des équipements en jaune dans la salle technique, qui permettent à leur tour de charger le backup batterie que vous avez. Le village d'Assoukoko et ses environs sont sortis des ténèbres. Il y a de quoi pour des populations qui peuvent désormais diversifier leurs activités économiques de dire merci. Je remercie le chef de l'État pour vraiment sa vision pour la population d'Assoukoko. Donc nous sommes très joyeux d'avoir ce joyeux cadeau qu'il nous a offert. On était dans le noir, on ne voyait rien. Et les serpents nous mordaient comme ça là. Donc on voit que la lumière est en train de s'éclairer à cause de Fort Yasimbe. Et deuxièmement, la route d'Assoukoko, Digege là, ça allait d'aller. Donc on veut l'encourager plus qu'ils mettent encore de force, plus que ça encore voudrait de Tifama à Digege. L'euphorie des populations est montée d'un cran à l'annonce de la gratuité des branchements offerte par le président de la République. À Assoukoko, les travaux consistaient à la construction d'une ligne centrale de 75 kW avec un réseau de distribution basse tension de 8,5 km équipé de 115 lampadaires d'éclairage public, des compteurs de branchement et la construction de 3 mini-systèmes d'addition d'eau potable. Tout ceci va améliorer indéniablement la vie socio-économique et culturelle de nos compatriotes vivant dans la localité d'Assoukoko et de ses environs. Et pour couronner tout, Excellence Monsieur le Président de la République, vous avez décidé que dans le cadre des projets pour les ménages à Assoukoko seront raccordés au réseau gratuitement. C'est près de 500 ménages qui bénéficieront de la gratuité des branchements. La réalisation de cet ouvrage socio-économique est la matérialisation du mandat social du président Fort Yasimbe au profit de tous les Togolais et particulièrement les couches vulnérables. L'inauguration du site a été marquée par la coupure du ruban symbolique et le démarrage de la centrale par le chef de l'État. La mini-adduction d'eau potable a elle aussi été inaugurée au grand bonheur des populations. L'inauguration donc de ce site d'Assoukoko est le deuxième après celui de Bavo dans l'Ogou. Le président de l'Assemblée nationale Dama Dramani a reçu ce matin au siège du Parlement l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Togo, Mohamed Karim Chérif. Le diplomate égyptien est allé remettre au président de l'Assemblée nationale togolaise une invitation du chef du Parlement égyptien, et ceci dans la droite ligne de l'excellence des relations entre les deux institutions et par ricochet entre les deux pays. Nous écoutons l'ambassadeur égyptien au micro de Honoré Modjko. Égyptien, il a renouvelé l'invitation pour son Excellence le Président de l'Assemblée nationale togolaise de visiter l'Égypte pour lancer la coopération parlementaire entre l'Égypte et le Togo. Et j'ai renouvelé cette invitation et on a discuté les possibilités aussi de faire cet voyage dans la proche avenir dans le cadre de notre coopération égypto-togolaise, mais aussi dans le cadre de la coopération sud-sud. Les relations sont en beau fixe. Il y a bien sûr excellentes relations entre les deux présidents, mais aussi
dans les institutions égyptiennes, les institutions togolaises. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de projets prévus dans le prochain avenir. Le premier peut-être sera dans le très proche avenir l'ouverture de notre ferme agricole égypto-togolaise à Abachang. Nous sommes en train d'organiser le processus de cette ouverture. Et aussi, il y a de coopération dans le domaine de la santé, il y a le programme de formation, il y a plusieurs domaines de coopération et on va développer dans le proche avenir cette approche de relation entre nos deux pays. L'actualité politique, c'est le début des 3 jours de manifestation dite pacifique de la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise. Le bilan de ce premier jour, ce jeudi, a donc été dressé en début de soirée à la presse par le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, représentant le ministre, le colonel Yark Damhan. Le compte rendu de ce point de presse avec Augustin Kossi. Le point des manifestations dites pacifiques organisées par la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise ce jeudi, présenté à la presse étape par étape. Selon le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, représentant le ministre Yark Damhan, tout s'est déroulé dans le calme et la sérénité à travers le pays. À Lomé, les dispositions établies de commun accord avec les organisateurs ont été respectées. Dans les 3 points prévus, à Tikoumé, à Doumassessé et à Gakpoto, respectivement à 12h14, à 13h34 et à 12h19. Estimé à 1500 personnes environ au départ, les manifestants ont quitté Atikoumé. Dans son évolution, le groupe des marcheurs s'est agrandi et a atteint 2000 personnes environ, avant de se joindre aux alentours de 13h34 aux marcheurs qui attendaient au niveau de CCP. Donc ceux qui attendaient étaient estimés aussi à 1500. Donc les 2 cortèges fusionnés donnaient un effectif d'environ 3500 manifestants avec à leur tête Maître Abi Kessa et Madame Adiamago. Signalons qu'au passage, un individu a été pris à partie par les manifestants parce qu'il était en possession de 2 drapeaux américains et allemands. Bon, c'est un incident vraiment mineur, on ne peut pas considérer ça comme un incident. Autour de 15 heures, le cortège venant d'Atikoumé via l'église baptiste de Doumassessé a rejoint le cortège en provenance de Gakpoto pour emprunter ensemble l'itinéraire jusqu'au point de chute. La foule s'est agrandie au fur et à mesure avant d'atteindre au point de chute, c'est-à-dire en face de l'hôtel Sancta Maria au niveau de la plage, aux environs de 15h30, un effectif estimé entre 6500 et 7000. Il faut noter également que pour cause de plus, certains manifestants n'ont pas atteint le point de chute. Également, à l'intérieur du pays, plusieurs manifestations ont eu lieu dans diverses villes et sans incident. Dans la région maritime, il y a eu une manifestation à Tchévier. La marche a débuté aux environs de 12 heures à hauteur de Trésor d'Afrique. Avec une dizaine de manifestants, elle a pris fin à 14h25 sans incident avec une trentaine de personnes à Vaughan. La marche a débuté à 14h40 à Yesouvito, qui était le point de départ avec des manifestants estimés à 80 personnes environ. La marche a pris fin à 14h10 sans incident à la place des fêtes de Vaughan avec 90 personnes environ. À Zaou, la marche a débuté au niveau du lycée aux environs de 12h40. 40 personnes environ étaient présentes à cette marche qui a pris fin aux environs de 16h10 sans incident au marché de Kévé. À Agné, la marche a débuté à 12h25 avec une foule estimée à 50 personnes environ devant la radio Azur. Elle a pris fin à 14h50 sans incident avec 150 manifestants environ au terrain du CG Ville 1. À Badou, la marche a débuté à 14h15 au carrefour Tomégé. Une vingtaine de manifestants étaient aperçus à ce niveau-là et la marche a pris fin aux environs de 16h
à la suite d'une pluie. Au point de chute, ils étaient environ 50 personnes. À Palimé, la marche a débuté aux environs de 12h45 avec 90 personnes au point de départ. La marche a pris fin à 15h, peu avant le carrefour Texaco. Au niveau de Tchamba, la marche a débuté à l'entrepôt de l'ancien marché aux environs de 11h30. Elle a pris fin à 12h16 sur le terrain annexe de l'école primaire publique centrale avec une foule estimée à 90 personnes. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est réjoui du calme qui a prévalu pour cette première journée des manifestations. Il invite par ailleurs les manifestants à plus de civisme et de tolérance pour les 2 derniers jours. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que les 5e et 6e séances plénières de la 2e session ordinaire de l'année auront respectivement lieu le mardi 21 et le mercredi 22 novembre 2017 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. L'Institut togolais de recherche agronomique ITRA a initié un colloque scientifique de 3 jours ouvert ce jour. Cette rencontre des chercheurs de l'ITRA et de l'Université de Lomé vise à faire la restitution des différentes recherches élaborées et articles publiés par l'Institut dans le domaine agricole. Ceci permettra donc de mettre à jour les performances scientifiques de l'institution et ainsi favoriser la validation de ses recherches sur le plan international. Les précisions avec Serge Tastom et Augustin Kossi. Une pause comme pour se mettre à jour et évaluer les performances scientifiques de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Les chercheurs ici présents vont mettre leurs connaissances ensemble pour contribuer efficacement à la production agricole. Des projets de publication scientifique sont soumis à l'appréciation des universitaires de l'École supérieure d'agronomie et de la faculté des sciences. Pour mettre en place tout ce dispositif et qu'il ait une valeur scientifique, il faut l'œil des universitaires. Donc ce matin, nous sommes réunis pour passer à revue une 50aine de projets de publication scientifique. Et les responsables des universités du Togo vont évaluer ces publications et à la suite des travaux, un nombre conséquent de ces publications seront donc envoyés dans les annales de l'université de Lomé, en vue d'être publiés et d'amener les chercheurs du Togo, donc les chercheurs de l'ITRA, à aller vers l'excellence. La recherche agricole au Togo a produit des résultats dont la vulgarisation a permis d'enregistrer des progrès dans la production végétale, animale et halieutique. Mais la production agricole reste sujette au changement climatique, à la biodiversité, de même qu'à la dégradation des sols. Il s'agit de mettre l'ITRA au service des producteurs en apportant des solutions techniques et innovantes. Pour trouver des solutions à ces problèmes, c'est la recherche. C'est la recherche qui peut vous dire que telle espèce animale ou bien telle espèce végétale, compte tenu de ses caractéristiques, ne peut pas être produite ici, mais plutôt là-bas. De la même façon, la recherche vous dira, le maïs, il est vrai que vous le cultiviez avant sur toute l'étendue du territoire. Mais aujourd'hui, avec les variabilités ou les changements climatiques, vous ne pouvez plus les faire. Pour telle variété, vous devez la produire dans telle région pour améliorer ou bien maintenir la productivité. Les performances de l'ITRA restent mitigées malgré les efforts consentis et les innovations induites. Cette session constitue donc une étape vers la certification des recherches pour les rendre conformes aux normes et standards internationaux. Et après 3 jours d'activité sur la recherche de solutions durables à la question des réfugiés au Togo, un forum a pris fin sur des conclusions et recommandations qui ont été élaborées en plan d'action triennal pour faciliter l'accès des réfugiés à ces stratégies. Une idée du ministère de l'Action sociale et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour améliorer les conditions de vie de ces personnes déplacées. Dédé Koussao et Sonia Aminiko nous en disent plus.
des solutions adéquates et durables aux difficultés des réfugiés au Togo. C'est ce à quoi se sont attelés ces participants issus des départements ministériels, des agences du système des Nations Unies, des acteurs de la société civile et des représentants des réfugiés à ce forum national. Durant 3 jours, ils ont réfléchi et élaboré le plan d'action triennal 2018-2020 qui déterminera les activités de chacune des parties prenantes. Ce qui m'a surtout fait plaisir, ce sont les 2 discours de Madame la ministre et de la représentante résidente du HCR. Ces 2 discours vont dans le sens de ce que nous, les réfugiés, nous voulons. Donc, globalement, nous sommes satisfaits. Par rapport à l'intégration locale, au plan juridique, c'est 2 volets. Soit la naturalisation ou l'accès aux cartes de séjour au Togo. En plus du volet juridique, il y a le volet socio-économique qui permet d'accompagner les réfugiés sur le plan socio-économique pour mener des activités génératrices de revenus. Selon le HCR, le Togo est une terre d'accueil idéale pour les réfugiés, d'où l'importance que le gouvernement attache à l'organisation de ce forum. Les recommandations pertinentes formulées et le plan d'action consensuel élaboré rassurent le gouvernement, le HCR et les réfugiés que l'avenir s'annonce sous de bons auspices. Nous osons croire que ces plaidoyers permettront à terme de faciliter la naturalisation d'une part et d'autre part l'éventualité de la régularisation du séjour des réfugiés au Togo pour ceux qui le désirent. La représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés a remercié les participants pour la qualité des débats et la quintessence des recommandations. Le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile a réitéré l'engagement du gouvernement à assurer la protection des réfugiés et œuvrer pour leur offrir de meilleures conditions de vie. Le ministère en charge de la justice s'active de son côté pour une meilleure réinsertion sociale des détenus. Une étude a été commanditée dans ce sens sur le type de réinsertion pour réduire la récidive et la surpopulation carcérale. Il est l'heure de la valider pour permettre de désengorger les prisons du Togo, puis favoriser la réinsertion socio-professionnelle des personnes en conflit avec la loi. Sergine Raimondo, Christine Pechekialode. Une étude dans les établissements pénitentiaires au Togo révèle que le taux de récidive ne cesse d'augmenter. Aussi, la majorité des détenus ne mettent-ils pas à profit leur temps de privation de liberté? Ils vivent plutôt dans l'oisiveté. Il devient alors impérieux de repenser la réinsertion sociale, d'où cette étude, pour identifier les difficultés liées à cette réinsertion et envisager des solutions les mieux adaptées. Lorsque vous faites un tour dans les prisons, vous verrez que toutes les prisons accueillent plus de leur capacité. Pourquoi cet état de choses? Nous allons vraiment ressortir tous ces éléments et permettre à l'autorité d'élaborer une politique sectorielle de réinsertion qui permettra à nos parents, à nos frères qui sont à un moment donné en conflit avec la loi, de pouvoir se redonner une seconde chance et être socialisables. La nouvelle politique de réinsertion sociale des personnes en conflit avec la loi va désormais accoucher des détenus socialement plus responsables, capables de participer au développement. Pour cette raison, des métiers porteurs seront identifiés en vue de leur formation. Il est recommandé que lorsqu'une personne entre dans une prison, ça veut dire que lorsqu'elle est déférée, qu'elle puisse à partir de la prison commencer par apprendre un métier. De sorte qu'au sortir, qu'elle ne soit pas désœuvrée pour se remettre encore dans ce qui l'a amené à la prison. Donc c'est très fondamental. C'est-à-dire que la réinsertion d'une personne, d'un ex-détenu, commence le jour même où cette personne rentre à la prison. La présente étude a été conduite dans les 13 prisons du Togo. La mise en place de ces recommandations permettra de bien préparer la sortie du détenu.
Le ministère du Commerce, avec l'appui financier du secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, forme et sensibilise pour 2 jours à Lomé les producteurs de la filière soja sur la gestion des risques et les outils d'analyse des marchés d'exportation. Le but visé est de leur permettre une bonne maîtrise des aspects juridiques du commerce international pour une meilleure compétitivité. Les détails avec Fafa Dalmeda et Nathalie Paneke. Le soja a de plus en plus de dérivés alimentaires. La filière dite porteuse est devenue une grande opportunité pour des exportations agricoles. Il faut donc une stratégie de promotion des exportations de la filière soja au Togo. C'est dans cet esprit que se tient la présente rencontre avec les producteurs et exportateurs du domaine. On ne se lève pas pour exporter comme ça. Il faut élaborer une stratégie pour pouvoir exporter et maximiser le profit. Des aspects juridiques. Pour pouvoir exporter, vous avez le partenaire qui est de l'autre côté. Il doit avoir un partenariat, il doit avoir un contrat qui vous lie. Le contrat, c'est déjà un aspect juridique. Alors, l'exportation qui prend en charge, par exemple, le transport. Qui va payer le transport? Est-ce que c'est moi qui vends qui va payer le transport ou bien celui qui achète, c'est lui qui va assurer le transport? Maintenant, la marchandise qui est transportée, elle doit être assurée. Tout ça sont des aspects sur lesquels nous allons nous atteler. Avec l'appui financier du secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, le ministère du Commerce veut ainsi amener ses producteurs à la bonne maîtrise de tous les aspects liés à l'exportation de leurs produits en misant sur l'aspect qualité. Le gouvernement s'engage donc à soutenir ces acteurs à tous les niveaux de la production, de la transformation et de la commercialisation. Et parlons économie et commerce, l'un des secteurs porteurs de la croissance économique reste celui des petites et moyennes entreprises. Et pourtant, elles sont confrontées à un problème de financement. L'African Guarantee Fund, Fonds africain de garantie en français, vient apporter de l'oxygène à ces entreprises en les soutenant auprès des institutions bancaires et pour promouvoir le financement des PME sans garantie. Découvrons dans cette édition le poids des PME et la mission de l'AGF dans ce dossier signé Lucas. Dans toutes les économies modernes, les petites et moyennes entreprises PME se sont imposées comme un des principaux moteurs de la croissance et de création d'emplois. Malgré leur apport dans l'économie des pays africains, les PME font face à des difficultés pour accéder au financement auprès des institutions financières. Ceci au fait des risques que leur financement représente pour le secteur bancaire. C'est dans ce contexte que l'African Guarantee Fund, EDF, a vu le jour sur initiative de la Commission économique pour l'Afrique. EDF a donc pour mission d'accroître l'accès des PME au financement. C'est le premier fonds de garantie africain dont le rôle est de pouvoir aider les PME à pouvoir accéder au financement long dans des conditions les meilleures. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est apporter du confort à ces établissements financiers pour que les PME puissent jouer le rôle. Donc, au lieu que les PME viennent vers nous, prennent la garantie, par faire ce qu'on appelle une analyse de risque du garant, nous arrivons à convaincre la banque directement de la qualité de nos ressources, de la valeur de notre garantie, pour qu'elle puisse, de façon beaucoup plus aisée, octroyer les financements aux PME. Après seulement 4 années d'opération, African Guarantee Funds a été reconnu par l'agence Fitch comme étant l'une des meilleures institutions financières de l'Afrique. Bientôt la construction du siège d'un des filiales de cette institution panafricaine, le Fonds Gari, sera lancé au Togo. Une fois érigé, ce siège desservira les PME de l'Afrique de l'Ouest, surtout celles togolaises. Le Fonds Gari a été acquis en décembre 2015 parce que nous voulions renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest. C'était la partie la plus importante de notre portefeuille. La construction de notre siège ici à Lomé montre notre volonté de pouvoir utiliser l'Afrique de l'Ouest comme véritable moteur de la promotion des PME en Afrique tout entière. C'est un signal fort aux PME togolaises. Vous savez, dans ce genre de choses, la proximité est quelque chose d'important. Étant à Lomé, les premiers bénéficiaires de notre présence, ce sont les banques,
togolaises et les PME togolaises. Et cela se voit d'ailleurs dans notre portefeuille. Oui, c'est un espoir pour les PME togolaises. C'est une solution pour les PME togolaises à l'accès au financement. Pour réaliser ces objectifs, EDF dispose de 2 lignes d'activité, notamment l'octroi de garanties et le renforcement de capacités. Un secteur des PME dynamique et en essor constitue une bonne fondation pour améliorer la qualité du niveau de vie et ainsi réduire la pauvreté. Dans le reste de l'actualité, hors du Togo, en bref, 12 personnes ont été tuées hier soir à Maïdougouri, dans le nord-ouest du Nigeria. On dénombre également 22 blessés. 2 hommes et 2 femmes se sont fait exploser dans différents lieux de la ville. Pour le moment, il n'y a pas de revendication, mais ces attaques portent la marque et la signature de Boko Haram, très actif dans la région. Retour en page nationale et direction à Takpamé pour évoquer cette rencontre qui a eu lieu entre les militants du parti UNIR de la préfecture de Logou. Elle a été initiée par les responsables du parti de la localité en vue de faire la restitution du tout premier congrès de UNIR tenu les 28 et 29 octobre dernier. Une manière pour les responsables et les militants de réitérer leur engagement dans la promotion et la préservation de la paix, gage de tout développement. Depuis Atakpamé, la correspondance de Silver Abdou. Un retour à la base pour partager avec les militants et sympathisants les grandes décisions issues du premier congrès du parti UNIR, Union pour la République. La dynamique vient des responsables à la base du parti UNIR de la préfecture de Logou. Ils font la restitution aux militants dans l'optique de les amener à avoir une idée sur ce premier congrès, les informer sur les avancées significatives enregistrées par le parti. Il était normal que nous puissions les éclairer sur les efforts du gouvernement, les efforts du président Faure pour la consolidation de la paix, le dialogue et les réformes. Nous souhaitons qu'ils puissent le restituer aussi à la base, dans les cantons, dans les quartiers. Et tout le monde doit rester mobilisé derrière le président Faure et pour la promotion de notre parti, le grand parti Union pour la République. La démarche amorcée a permis aux militants et sympathisants de cerner les contours et les enjeux. Ceci en vue de leur implication effective pour mieux soutenir et accompagner le parti dans ses actions. Ils nous ont restitué les clauses qui ont été définies au Congrès. Nous, à la base, nous sommes très contents de ce qu'ils sont venus nous dire, de ce que le parti UNIR met en place aujourd'hui. Nous avons essayé de transmettre le message du président du parti, un message de paix et d'encouragement, un message d'unité de tous les membres du parti. Les militants ont salué l'engagement du chef de l'État, président du parti, pour ce premier congrès qui a permis l'installation d'un bureau dans lequel on compte des femmes. Les valeurs de paix et de vivre ensemble ont été également abordées pour garantir la sécurité entre les peuples. Des artistes et promoteurs culturels suivent depuis ce matin à Lomé une formation sur le management des projets. Le ministère en charge de la culture, à travers le fonds d'aide à la culture FAC, veut leur permettre de bien monter les dossiers afin d'accéder au financement du fonds et à d'autres organismes internationaux de promotion culturelle. Les précisions avec Dédé Koussaour et Clarisse Atikle. La promotion du secteur des arts et de la culture, une priorité pour l'État togolais qui veut en faire un pilier de l'économie nationale. Ceci par la professionnalisation du métier des arts en donnant les moyens aux acteurs du secteur d'offrir des biens et services culturels de qualité. Des artistes et promoteurs culturels apprennent ici le management de projets pour être en phase avec les exigences technologiques et bénéficier des financements. Nous n'avons pas au niveau public, donc des structures de formation à bas étage. Et donc la plupart de nos artistes et promoteurs culturels se sont lancés dans ce genre de carrière sans formation académique. Et comme ils y sont déjà, donc l'objectif du projet, c'est de pouvoir leur donner les outils pour le management de leurs activités. Et essentiellement, cette promotion aura pour module général, donc l'aperçu général sur la politique culturelle, le plan stratégique, qui est le cadre stratégique de l'action culturelle.
Cette formation est assurée par l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC. Elle inaugure ainsi la série de sessions régionales organisées chaque année par le ministère en charge de la culture avant le lancement des appels à projets du Fonds d'aide à la culture FAC. Pour que le fonds soit pérenne, il faut qu'il soit bien géré. Et pour qu'il soit bien géré, il faut que les bénéficiaires des crédits du fonds l'utilisent à bon escient, l'utilisent rationnellement. Et pour une utilisation rationnelle, il faut une formation adéquate. C'est ce qui justifie donc les ateliers qui commencent aujourd'hui à Lomé, qui vont se poursuivre dans toutes les régions de notre pays. Il faut renforcer leur capacité rédactionnelle en projets culturels. En matière de financement culturel, les sources sont diverses. Comment aller vers ces partenaires qui peuvent apporter leur contribution financière en dehors de l'État? Eh bien, ça fait aussi partie de la présente formation. Ce programme de formation est à sa 2e édition. Il veut surtout que les artistes et promoteurs culturels se comportent en vrais professionnels pour ainsi vivre de leurs activités. Et nous sommes jeudi en compagnie de Claude Ama pour la page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, les différents stades du territoire national renouent avec la nouvelle saison 2017-2018 du championnat national de première division qui démarre samedi. Au total, ils seront 16 dans le starting block à prendre le départ de la nouvelle saison. Pour ouvrir le bal samedi, on aura un certain AS Togopor, championne en titre de la première division, et Espoir des Zion, champion de la D2. Des précisions avec Jean Kofi et Deji. AS Togopor, Espoir des Zion, ou le choc des titans, est la rencontre inaugurale de cette saison 2017-2018. La confrontation des champions, AS Togopor D1 et Espoir D2, sera le lieu de confirmation des potentialités. Espoir de Zio, qui accède pour la première fois à la division d'élite, devra montrer son savoir-faire et sa capacité face à l'Est Togopor, prête à conserver son fauteuil de leader. La rencontre a lieu ce samedi à Lomé. ASK, le club des chauffeurs de la COSA, qui fait aussi ses premiers pas en D1, reçoit à Kara les Anges de Montien. Les nouveaux venus mettront toutes les chances de leur côté pour renverser les aînés à domicile. Mais il ne faut pas oublier, les Anges savent aussi voyager. Dans le monde des habitués à la D1, tous les clubs de Koto seront en déplacement. Gomido de Palimé se rend à Tchamba pour jouer Koroki de la localité. Kotoko de la ville, dernier au classement, ira chercher ses premiers points face à Gaza de Lomé pour se rehausser le moral. Mais attention, les scorpions noirs de Tokon se sont bien ressourcés pour faire mal. Les messagers de Fiopor, eux, sont attendus à Lomé où ils auront à en découdre avec l'ASOTR. Le duo de la région de la Kara mettra aux prises Vikinti et Asko Abassa. Les condamnants en déplacement devront s'armer convenablement pour éviter les coups des lions de Bassar devenus très dangereux. Pour la confrontation fraternelle de Tchaoudjo à Sokoré, le vice-champion Semassi reçoit Unisport. Les guerriers prêts à aller au-delà de leur acquis ne voudront pas faire de cadeaux à leurs adversaires. Unisport est averti. Enfin, Dito de Lomé fera plus de 600 km de route pour affronter Fouadan à Dapan. Les Lions de Tourne ne bandinent pas avec les matchs à domicile. Dito doit en être conscient. Hormis le duel Togopor Espoir prévu pour samedi, toutes les autres rencontres auront lieu dimanche à partir de 15h. Et Claude, dans la foulée du démarrage de la nouvelle saison, les journalistes et correspondants de la radio Sport FM se sont retrouvés pour une formation. Il s'agissait pour ces journalistes et correspondants de la radio sportive de mieux soutien pour un bon rendement au cours de la nouvelle saison footballiste qui démarre samedi. Johnson Aflim et Martin Sandani Makoumi pour plus de précision. À l'orée de la saison football, d'être au contact des réalités du métier, et donc il était donc important de les réunir, de leur rappeler les règles du métier. Au sortir de cette rencontre, les bénéficiaires se sentent assez aguerris pour une mission bien accomplie. On a parlé de tout,
de tout ce qui forme le journaliste. Vous savez, nous on s'attendait à juste un recyclage en vue justement de ce nouveau championnat ou bien de cette nouvelle saison, mais les formateurs sont allés au-delà. On nous a initiés sur certaines lois de jeu. Ça nous permettra de mieux juger les arbitres parce que vous savez, c'est des éléments centraux lorsqu'on parle du reportage, lorsqu'on parle du football. Les travaux ont été sanctionnés par la remise d'attestations aux différents journalistes et correspondants de la radio sportive. Les formateurs ont appelé à la mise en application des notions acquises pour un championnat 2017-2018 apaisé. Et Claude, nous les femmes, nous sommes sous-représentées dans les organisations sportives et même au Togo, le phénomène est d'actualité et visible, d'autant plus que la couche féminine représentée au sein des instances dirigeantes sportives est très maigre. Et d'où des initiatives pour accroître la représentativité féminine, comme le plan d'action 2017-2020 du Comité olympique du Togo. Anita, pour vous encourager, donc, le plan a été restitué aujourd'hui à une trentaine de femmes issues de différentes sportives nationales au siège du Comité national olympique. Tiens, Piotba, pour plus de précision. Je crois que le sujet a quelques soucis, nous y reviendrons dans la prochaine page des sports. Ah, pourquoi pas. Oui. Merci beaucoup Claude et nous nous retrouvons donc jeudi prochain. Des femmes dans les mines, réels enjeux ou simples revendications féministes. C'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir. Vous aurez des détails avec Elise Djamier et ses invités. Jeudi Femmes à suivre donc à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise et à 22h30. Prudence Zissou vous retrouve pour la dernière édition du journal. D'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.